Mais sur la drogue, il faut d'abord aller voir les pays d'origine qui nous envoient la drogue. Il faut ensuite contrôler les frontières. Il faut démanteler les filières. On se balade avec des couteaux, c'est quand même pas... Des lames de 20 cm ont été évoquées par plusieurs témoins. Il ajoute, Gérald Darmanin, c'est une faillite générale de notre société. Il faut repenser le cadre de l'autorité. Non, c'est une faillite générale de sa société, de leur société, de tous ceux qui ont gouverné la France depuis 40 ans. C'est leur faillite à eux, qui ne commencent pas à dire « on est tous responsables ». Non, on n'est pas tous responsables. Ils sont responsables, c'est eux qui ont fait des lois, ils ont été au pouvoir, ils sont au pouvoir. Et ils font quoi ? Ils parlent, il y a de la communication, il y a des effets d'annonce, on fait des textes, et pour autant ça ne règle rien. Il va bien falloir, à un moment donné, deux choses. Un, qu'ils prennent leurs responsabilités en prenant des textes peut-être d'autorité, de vraie autorité pour remettre de l'ordre. Et deux, et je le dis depuis toujours d'ailleurs à votre antenne, souvent je vous l'ai dit, un jour, les citoyens se défendront eux-mêmes. Mais ça veut dire quoi ça veut dire que vous verrez des comités d'autodéfense se créer dans un certain nombre de zones en France et ils se protégeront même, puisque manifestement, l'État ne les protège pas. Mais vous le comprenez ça ou vous le redoutez ? Je le redoute, mais je le comprends en même temps. Si vous avez l'État qui ne fait pas son travail, si vous avez la justice qui est laxiste et qui remet en liberté systématiquement les petits voyous qui sont arrêtés par la police, si vous ne donnez pas les moyens à la police, à la gendarmerie d'assumer leurs fonctions de maintien de l'ordre, de renseignement, etc., eh bien, les citoyens sont en danger. Non-assistance à personne en danger. L'État est responsable pour vous ? L'État est responsable. L'État est responsable du bas de l'échelle jusqu'à la condamnation ou à l'emprisonnement. Mais Louis Alliot, vous dites ça ne fait qu'empirer. J'ai eu ce matin le témoignage de Florent qui habite en Mayenne, qui a 40 ans, et qui disait au fond, moi j'habite en Mayenne et je ne trouve pas que les choses aient empiré. Mon père me racontait, dit-il, que dans les années 70, il y avait il y avait souvent des moments de très grande violence. Il disait, à l'époque, c'était pas forcément un couteau, c'était une chaîne de vélo, mais ça n'en était pas moins violent. Est-ce qu'on n'a pas tendance à penser que les choses empirent aujourd'hui, alors que cette violence, y compris dans les territoires ruraux, elle a existé dans les années 60, dans les années 70 ? Il y a eu des bagarres dans tous les villages, et surtout dans la ruralité. Il y a toujours eu des bagarres. Et il y a toujours eu, entre guillemets, des faits divers. Mais cette violence, elle est de plus en plus jeune. Vous avez de plus en plus de jeunes qui sont émancipés de la tutelle, de l'autorité des parents, et qui se foutent pas mal, excusez-moi du terme, des règles de l'État. Voilà, ils font leur vie comme ils veulent, quand ils veulent, souvent adossés à des trafics. Et aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. La drogue commande beaucoup de comportements de ces jeunes voyous partout, en ville comme à la campagne. Et je ne trouve toujours pas dans la politique gouvernementale la volonté réelle de lutter contre ce fléau qu'est la drogue. Que faire ? J'ai envie de vous poser la question directement à vous, parce que Louis Alliot, vous êtes le maire de Perpignan. Et Perpignan, parmi les villes de 50 000 habitants considérées comme les plus sûres, eh bien, n'arrive finalement qu'à la 70e ville des 76 villes classées. Pour établir ce classement, c'est des statistiques ministérielles de la sécurité qui ont été prises. Et c'est notamment le nombre de vols, le nombre d'agressions qui ont augmenté dans votre ville. Vous en êtes maire depuis 3 ans ? Bien sûr. Mais nous, on a multiplié d'abord le nombre de policiers. On est à 200 policiers armés. On a créé des postes de police dans les quartiers pour refaire venir de la présence policière dans les quartiers. On a quand même 9 quartiers prioritaires, 9 QPV. Et c'est vrai que la situation du trafic de drogue... Quartier prioritaire de la ville. On est une plaque tournante puisqu'on est une ville frontalière, on va dire, avec l'Espagne et toute la drogue qui vient justement de l'Espagne et qui traverse pour aller dans les villes de France. Et donc, on a un petit microclimat particulier. C'est pour ça d'ailleurs qu'à ma demande, M. Darmanin a fait venir pendant 6 mois des escadrons de gendarmerie mobile et de CRS pour démanteler... 80 gendarmes mobiles qui se relaient donc depuis septembre 2022. Ils sont partis là ? Ils sont partis là. Mais ils se relaient avec la police municipale et la police nationale. Ça crée quand même des conditions d'un retour apparent de la sécurité. Mais dès qu'ils sont plus là... Ils sont partis ? Est-ce que ça va Non, on continue. On démantèle les points de deal avec la législation qui est la nôtre. C'est-à-dire que le policier municipal, il peut arrêter
sur le fait, mais il est obligé de remettre à la police nationale qui ensuite fait son travail. Nous, on n'a pas d'autorité particulière mais vous voyez ce que je veux dire. pour régler la délinquance. Oui, Alliot, voilà. Vous avez commencé en disant non, mais c'est pas une faillite de la société, c'est une faillite de leur société. Quand vous disiez leur société, c'est leur société à Gérald Darmanin et aux autres politiques qui se relaient depuis des années. Mais là, vous êtes aux manettes depuis 3 ans à Perpignan. Mais on est aux manettes. Et ça reste une des villes les moins sûres de France. Oui, mais moi je respecte la loi. Si demain vous nous dites la police municipale est apte à donner tous les pouvoirs pour lutter contre le trafic, on le fera. Et il y aura les ordres qui seront donnés. Qu'est-ce que vous feriez de mieux et qu'est-ce que vous feriez de différent ? Mais sur la drogue, il faut d'abord aller voir les pays d'origine qui nous envoient la drogue. Il faut ensuite contrôler les frontières. Il faut démanteler les filières. Et puis, au-delà du répressif, il y a aussi le pédagogique. Qu'est-ce qu'on fait dans les écoles pour dire à nos jeunes, attention, c'est pas du tabac, la drogue, ça a des effets dans le temps, ça a des effets psychiatriques, psychologiques, de santé publique, tout ça, personne ne le dit. Mais vous pensez que si vous faites ça, vous allez réussir à éradiquer ce fléau de la drogue que tout le monde subit depuis des années ? Non, mais si on ne fait rien, ce sera encore pire et on en paie les conséquences cash. Il faut tout faire pour. Le tabac, on est arrivé quand même à limiter la consommation. On est arrivé à limiter la consommation d'alcool, même s'il y a toujours des abus. La drogue, c'est pareil, mais là, on ne fait rien. Pourquoi ? Parce que je pense qu'une grosse partie de l'intelligentsia de l'élite en consomme, et donc cette lutte contre la drogue n'est pas une priorité finalement. En consomme. Oui, je pense. Vous dites au fond, ils ne font rien parce qu'ils en consomment. Je pense que c'est devenu la banalisation de la consommation de stupéfiants dans tous les milieux, les plus pauvres comme les plus aisés, dans la haute administration comme dans la politique ou ailleurs. Mais vous avez des preuves où vous le pensez. Vous pensez à Joël Guerriau, le sénateur ? Oui, mais oui, voilà, c'est un exemple. Ça, c'est l'un des exemples. Mais moi, je vois des jeunes, de plus en plus jeunes, qui en consomment, en tout cas. Oui, mais là, vous me parliez des élites. Mais oui, écoutez, qui la sont drogue. Ces gens qui consomment de la drogue, puisque vous le dites. Non, mais depuis. Non, mais je veux dire, on a des exemples récents de Pierre Palmade ou de Joël Guerriau. Mais est-ce que vous en avez d'autres ? Depuis 30 ans que ça existe massivement. Vous avez des gens qui ont fait des grandes écoles et qui en ont consommé et qui en consomment encore. Oui, aujourd'hui, ils sont à la tête d'un certain nombre d'administrations, etc. On peut tous dire ça. Oui, on imagine que dans l'eau, il y en a. Mais c'est massif. Mais est-ce que vous estimez aujourd'hui que ceux qui nous gouvernent, étant eux-mêmes consommateurs de drogue, ne luttent donc pas contre la drogue ? Est-ce que c'est ça ce que vous êtes en train de nous dire ? Moi, j'estime qu'il y a une prévention anormale d'un certain nombre de gens dans la lutte contre les stupéfiants. Est-ce que vous dites que l'importation du conflit là-bas, ici, est effectivement un facteur de division et d'explosion des violences ? Non, c'est un facteur de division, c'est sûr, de fracture à l'intérieur de la société française, c'est sûr, mais pour l'instant, j'allais dire, ça reste un facteur de violence contre la communauté juive aujourd'hui, puisque les actes antisémites ont été multipliés par 100, je crois. Pour eux, oui. Mais je voudrais comprendre ce que vous voulez dire quand vous dites Emmanuel Macron a cru que ce serait justement cet élément déclencheur. Oui. C'est ce qui, pour vous, justifie quoi, son attitude ? Qu'est-ce qui peut justifier le fait qu'un président de la République aille en Israël, développe un discours particulier sur le Hamas, en prenant une coalition contre le Hamas, et puis tout d'un coup, depuis un mois, un rétropédalage complet, avec hier un appel à M. Netanyahou pour lui dire il y a beaucoup trop de civils qui sont touchés par les bombardements, il faut arrêter ça tout de suite. C'est-à-dire, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Ça ne peut pas être la situation là-bas qui justifie... Il ne parle plus du Hamas. On parle pratiquement plus, vous le faites. Mais pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas froisser une partie de la population française, c'est ça ce que vous dites ? Je pense qu'il a peur de la réaction d'un certain nombre de personnes sur notre sol par rapport à ce conflit, oui. Et ça me paraît complètement fou dans notre pays aujourd'hui que l'on en soit réduit à cela, de faire attention à ce que pensent les uns et les autres par rapport à un conflit qui est... Vous ne pensez pas que c'est dû, et d'ailleurs la France n'est pas le seul pays à avoir évolué là-dessus, au fait qu'il y a eu effectivement un très grand nombre de civils qui soient décédés. Oui, non, c'est par rapport à la population française qu'il tient ce discours. C'est une guerre, mais depuis le début, elles existent, ces manifestations et cette fracture-là. Depuis le massacre du 7 octobre, dont je trouve qu'on ne parle pas assez, il y a des manifestations pro-palestiniennes et qui ne condamnent pas le Hamas. Mais donc c'est pour ne pas les froisser qu'Emmanuel Macron a changé sa diplomatie. C'est en tout cas pour ménager. On a bien vu les tergiversations du président du Conseil français du culte musulman par rapport à la manifestation. Il a dit oui, je serais bienvenu si en même temps on avait manifesté contre l'islamophobie. Mais c'est pas le sujet, là, l'islamophobie. L'explosion des faits, c'est contre nos compatriotes de confession israélite. Voilà, ça c'est le fait.
c'est ça qui a explosé en France. Voilà. Le deuxième, c'est contre les chrétiens. Et in fine, c'est contre les musulmans. Donc, pour vous, Emmanuel Macron ménage une partie de la population. Je pense qu'il est très prudent, trop prudent, et qu'il ne dit pas les choses, surtout. Un dernier mot, puisque vous êtes justement sur les questions de religion. Vous allez remettre la crèche dans la mairie ? Bien sûr.